Durant ces dernières années, j'ai visité plus d'une vingtaine de pays avec mon sac à dos et ma caméra. Et dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour toi aussi partir à l'aventure et partir en voyage, même si tu es fauché ou que tu as un tout petit budget. Je le sais, j'ai pas été très actif sur cette chaîne de voyage. En même temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas comme s'il y avait une pandémie qui s'était lancée pile au moment où je voulais lancer une chaîne YouTube de voyage. Donc en attendant, on va faire avec les moyens du bord, petite vidéo à la maison et pas en voyage, mais je vais vous partager 5 conseils qui vont vous permettre de partir à l'aventure, que ce soit pour un tour du monde ou juste pour un week-end, et de le faire même si on a un tout petit budget, même quand on est fauché, c'est possible de voyager. Et on commence tout de suite avec le premier conseil. La toute première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe les destinations où tu vas aller dans le monde, ceux qui dépensent le moins d'argent là où tu vas, ce sont et ce seront toujours les locaux. Les gens qui habitent à l'endroit où tu es en train de voyager, c'est toujours eux qui dépensent le moins d'argent. Donc c'est aussi en faisant comme eux que tu vas réussir à dépenser le moins d'argent. Je vais te donner des exemples concrets tout au long de cette vidéo en m'inspirant des petites astuces que j'ai mises en place au cours de mes derniers voyages. Quand j'étais au Vietnam l'année dernière par exemple, le Vietnam c'est vraiment un des pays les moins chers qui m'a été donné de visiter. J'ai pas encore pu aller en Inde ou au Bangladesh, mais le Vietnam c'est vraiment dans le top des pays qui restent les moins chers à visiter. Au Vietnam par exemple, quand tu veux manger, tu as le choix. Soit tu vas t'acheter de la nourriture dans les supermarchés, mais bien souvent c'est des trucs qu'on connaît pas et on n'aime pas trop, et quand tu voyages, tu n'as pas trop de cuisine à disposition, donc tu vas manger dehors. Et donc quand tu vas manger dehors, tu as deux options. Tu as soit les restaurants un petit peu classiques, qui soient chics ou non, ou alors tu as manger comme les locaux, à savoir de la street food. Il faut savoir qu'au Vietnam, quand les gens bossent, ils mangent souvent à l'extérieur, et dans la vie de tous les jours, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça coûte vraiment que dalle. C'est-à-dire que les gens vont s'asseoir dans la rue, des fois sur le trottoir, des fois sur des petits tabourets en plastique, et tu manges, voilà, comme ça, au milieu des rats, des voitures qui passent. Ça m'est déjà arrivé de manger sur un petit tabouret d'enfant, comme ça, manger mon petit plat de riz à 1,50 €, t'as les rats qui te passent entre les jambes, c'est pito, c'est nickel, mais en attendant, c'est pas cher. Et il y a plein de gens qui vont me dire, ouais mais Louis, si tu fais ça, tu vas tomber malade. Non, j'ai passé plusieurs semaines au Vietnam, à chaque fois que je suis en Asie, je mange comme les locaux, je mange de la street food, ça coûte 1,50 € le repas, tu as une bonne portion. Le tout c'est d'avoir quelques règles de base, faire gaffe à pas trop manger de glaçons, à pas boire de l'eau du robinet, mais si tu prends des bouteilles qui sont fermées, je t'assure qu'à la limite tu seras peut-être malade 1 ou 2 jours en arrivant, et puis après tu es tranquille pour des semaines ou des mois, ton corps sera habitué. Donc il n'y a absolument aucun mal à manger comme les locaux, et comme je te l'ai dit, c'est souvent ce qu'il y a de moins cher. Pareil, le Vietnam, je crois que c'est un des pays qui a la plus grande concentration de motos, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de voitures, tout le monde se déplace à moto ou en scooter. Donc ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait pour visiter le Vietnam? J'en ai fait une partie en bus et l'autre partie en moto. J'ai pas le permis moto, j'ai même pas le permis mobilette, j'ai mon ASSR2 quoi, un truc comme ça. Et j'ai loué une moto, c'est une moto où on devait passer les vitesses au pied et tout, c'était une sacrée galère. Je te mets quelques images en plus que j'ai pu tourner au Vietnam de la circulation là-bas. Je peux te dire que j'étais vraiment pas serein du tout pour apprendre à conduire. Mais encore une fois, c'est faire comme les locaux, ils se déplacent tous à moto. Un plein de moto, ça coûte 1,50 €, 2,50 € grand maximum le plein. Donc t'imagines bien que derrière, pour visiter le pays, il n'y a rien de mieux. La moto, tu peux la louer à la journée ou alors tu peux l'acheter et la revendre. Une moto en bon état au Vietnam, des fois ça coûte 200-250 €. Tu peux voyager pendant 1, 2 ou 3 mois avec et la revendre, et au final ça t'aura coûté quasiment rien. Donc ça aussi, la moto, tous les locaux font comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est le moins cher. Donc fais comme les locaux, peu importe où tu vas dans le monde, imite les locaux, et rien qu'en faisant ça, tu verras que tu vas réduire drastiquement tes coûts pour voyager. Le deuxième conseil, c'est d'être prêt à sacrifier un petit peu de confort. Quand je pars en voyage, je me dis ok, j'aurai pas le confort que j'ai quand je suis chez moi, j'aurai pas une grande douche, j'aurai pas l'eau chaude tout le temps, j'aurai pas une bonne wifi de qualité, mais on s'en fout. Sacrifier un peu de confort pour pouvoir voyager. Il y a plein de gens, ils se disent j'ai pas assez de sous pour voyager parce qu'ils comptent voyager en hôtel, etc. On est d'accord, si tu veux aller dans les hôtels 3 étoiles, ça va vite te coûter très cher. Mais si tu es prêt à sacrifier du confort, à t'habituer à un confort de vie quotidien qui est un peu plus bas que ce que tu as chez toi dans la vie de tous les jours, en échange tu as des beaux paysages, en échange tu voyages, etc. Si tu acceptes ça, si tu acceptes le deal, bah, tu vas pouvoir réduire tes coûts. Un autre exemple, j'ai fait avec un pote à moi, un bon pote, on a fait la Suède et la Norvège. La Suède, la Norvège, ça coûte une blinde. J'ai déjà été plusieurs fois. Quand je te dis que ça coûte cher, c'est qu'une pinte, c'est 8 à 10 €. Un menu McDo de base, ça va te coûter 15 balles. Tout est cher. Tout est vraiment très cher. Je crois que le prix de l'essence, c'est quelque chose comme 2,50 € le litre, un truc comme ça, voire même 3 € en Norvège. En Norvège, tu fais tout x2 par rapport à la France de toute manière. Donc c'est très cher. Le train, c'est très cher. Tout est très cher. Je pense que tu as compris. Donc comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir voyager dans ces pays-là à moindre coût? On s'est mis à deux. Déjà, on est parti à deux, donc tu divises les frais. Et on a loué une voiture qui était hybride en plus de ça. C'est-à-dire qu'on a payé pour une voiture normale et on a été surclassé pour une voiture hybride qui consommait quelque chose comme 1 ou 2 litres au 100 km.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, on n'avait pas les moyens à l'époque de dormir à l'hôtel et de payer 80 balles la nuit par personne, pas les moyens non plus de manger des restos, même une pizza de base, hein. En Norvège, une margarita de base, c'est 20 € et c'est vraiment la base de la base. Donc ça fait vite très très cher. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a accepté de sacrifier un peu de confort. On a amené une tente, on avait des sacs de couchage, mais on n'avait pas la place de prendre des matelas. Donc on a dormi dans la voiture, on a dormi dans la tente, dans les fjords alors qu'il faisait hyper froid. Voilà, on a sacrifié du confort tout simplement. On n'avait pas de glacière, on n'avait pas de quoi se réchauffer la nourriture. Donc pendant 2 semaines, on a mangé des sandwichs, des trucs qu'on se faisait le jour même, qui ne nécessitaient pas d'avoir de glacière et qui ne nécessitaient pas de devoir faire cuire des choses. On n'a pas mangé que ça pendant 2 semaines, mais à de rares exceptions près, c'était ça. Mais on s'en fout, on a sacrifié du confort pour pouvoir voyager dans un pays très cher pour un coût qui était dérisoire. Je crois qu'on est parti 2 semaines et ça nous a peut-être coûté, tout compris, aller-retour, peut-être 1000 € chacun, même pas, peut-être un peu moins que ça pour 2 semaines. Et je t'assure qu'on a vraiment profité. Je me suis même retrouvé à dépenser moins d'argent là-bas que je le faisais en Indonésie par exemple. Donc, sois prêt à réduire un petit peu ton confort et je t'assure que derrière, tu vas réussir à avoir des dépenses qui sont bien plus faibles. Et en parlant de pays chers, ça fait la transition directement vers le 3e conseil qui est évite les endroits et les pays qui sont chers. Il y a plein d'endroits vraiment où la vie coûte que dalle qui sont magnifiques à visiter. J'ai fait quelques pays très chers. La Norvège, comme je te le dis, c'est un des pays les plus chers du monde. Singapour, quand j'étais, c'est pareil. À Singapour, tout coûte une blinde, c'est hallucinant. Tu veux sortir, une bière de base, c'est 8-10 €. Les restos, je t'en parle même pas. Pour dormir à Singapour, j'ai jamais été autant dégoûté de dépenser mon argent dans quelque chose. Pour te dire, j'ai pris Booking, j'ai pris Airbnb, j'ai pris toutes les applications pour trouver un logement. J'ai trié par le moins cher qui était un minimum dans la ville. Et le moins cher, j'étais avec un pote et on payait quelque chose comme 45 € par personne pour dormir dans une capsule. Je sais pas si tu sais ce que c'est ces capsules hôtels. C'est un peu comme des auberges de jeunesse où en fait ils empilent les capsules et toi tu dors à l'intérieur. Il y a plein de gens qui en font des vidéos. Quand on ira au Japon et au Vietnam cette année, d'ailleurs j'en ferai des vidéos spécifiques parce que c'est super. Le problème c'est que ça normalement l'avantage c'est que tu le payes pas cher. Pour donner un ordre d'idée, des capsules comme ça au Vietnam, au Laos, où tu veux, ça coûte quelque chose comme 10-12 € la nuit. Là on payait 45 € la nuit par personne pour une capsule dans un quartier qui était assez pourri. C'était le quartier de Singapour qui était le quartier LGBT. Alors moi j'ai rien contre les LGBT, mais il faut savoir qu'à Singapour, si t'es homo, je crois que tu prends encore des coups de bâton, voire tu finis en prison. Donc c'est te dire à quel niveau c'était le quartier craignos et pourri de la ville de Singapour. Tout ça pour dire qu'on payait hyper cher pour un niveau qui était très bas en termes de qualité. Après l'hôtel on s'en fout, on passait notre journée à visiter la ville. Mais tout ça pour te dire que si on avait été par exemple à Bali, tu peux avoir pour 45 € une suite de malade. 45 € la nuit par personne à Bali, t'as un lit king size, t'as un jacuzzi, t'as pourquoi pas une piscine privée, t'as une terrasse avec vue sur les rizières, vue sur la mer, t'as un truc de malade, probablement un des meilleurs endroits où tu vas jamais passer une nuit de toute ta vie pour le même prix qu'à Singapour. Donc c'est un conseil qui paraît tout bête, mais choisis bien les endroits les moins chers. Justement à l'écran, je vais t'afficher une liste de pays dans lesquels c'est vraiment possible de voyager pour moins de 20, allez on va dire 25 € par jour et pas personne. Finalement 20 € par jour et par personne, ça fait 600 € par mois, hors le trajet aller-retour en avion par exemple. Mais dans ces pays-là que je t'affiche à l'écran, tu vas pouvoir voyager avec un tout petit budget. Donc tu peux mettre en pause, prendre une capture d'écran si tu veux, et après aller regarder quels sont les pays parmi ceux que je t'ai listés qui t'intéressent. 4e et avant-dernier conseil, avant de te parler du dernier qui est pour moi mon petit bébé, mon petit bijou, c'est vraiment quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans ma manière de voyager, mais ça je te le dis juste après. 4e conseil, c'est d'être flexible sur les dates. Alors ça, je suis d'accord, tout le monde ne peut pas se permettre d'être flexible. Si tu poses tes congés, tu peux pas forcément être flexible. Si tu n'as que 2 semaines de vacances sur des dates précises, tu peux pas être flexible, on est d'accord. Mais si tu peux, essaie de t'organiser pour être flexible. L'an dernier par exemple, quand je suis allé à Bali, quand je réserve mon billet d'avion, vu que j'ai la chance de travailler sur internet et de pouvoir voyager un petit peu quand je veux, j'ai pu prendre le billet d'avion le moins cher de tout le mois de janvier. Donc je vais sur Skyscanner, qui est le meilleur site pour trouver des billets d'avion pas chers, pas les réserver, mais juste les trouver. Après, il faut toujours aller sur le site officiel pour les réserver. Comme ça, Skyscanner, ils prennent pas leur commission. Tu vas sur Skyscanner, tu tapes ta destination. Si tu sais pas où aller, que tu veux juste voyager pour pas cher, tu mets ta ville de départ et tu mets partout en destination. Ça va te donner toutes les destinations d'arrivée les moins chères et tu trouves quel est le billet le moins cher. Parfois, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, tu auras un billet d'avion qui sera à 300 €. 2 jours plus tard, il sera à 700 ou 800 €. Donc c'est con de prendre celui à 700 parce que tu n'as pas été flexible et que tu n'as pas anticipé. Encore une fois, très rapidement, les billets d'avion, tu n'es pas obligé de les prendre 3 mois à l'avance. Moi, je les prends, allez, on va dire minimum une semaine à l'avance à chaque fois, mais que tu la prennes 2 semaines ou 3 mois à l'avance, il n'y aura pas de différence de prix dans la plupart des cas. Donc essaie d'être flexible parce que ça va vraiment te permettre de faire de belles économies. Dernier avantage quand tu peux être flexible, c'est que tu peux partir un petit peu hors saison. Alors partir totalement hors saison, c'est un peu con parce qu'en général, c'est soit la saison des pluies, soit il fait trop chaud,
En général, quand c'est la saison, c'est qu'il y a une raison, c'est là qu'il fait le plus beau, etc. Mais ce que tu peux faire, c'est partir un petit peu entre les saisons. Moi, c'est ce que j'aime faire. À chaque fois que je fais à Bali, j'y vais soit en mai-juin, soit en septembre-octobre. Parce que c'est pas encore la saison des pluies, mais c'est pas la grosse saison d'été où il y a tous les touristes qui viennent et qui prennent leurs photos instagrammables. C'est vraiment un entre-deux. Donc ça, c'est bien si tu peux être flexible. Un exemple très concret, quand j'étais en Thaïlande la dernière fois que j'étais à Bangkok, j'étais hors saison et j'ai rencontré sur place 2 Français vraiment au hasard dans un resto qui s'étaient eux rencontrés dans l'avion depuis Paris et on a commencé comme ça à passer la semaine ensemble, à visiter la ville, etc. Bangkok, c'est une ville qui n'est pas forcément la plus jolie, mais je suis sûr qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à voir. Faut pas être un amoureux de la nature, mais voilà, il y a plein de trucs à faire et pour la petite histoire, il y a une grande rivière, un fleuve ou je sais pas quoi qui passe dans Bangkok et ce que tu peux faire, c'est louer un bateau avec un chauffeur, enfin du coup plutôt un capitaine. Tu peux le louer et puis comme ça, tu es avec tes potes tranquilles, il te fait faire le tour de la ville en bateau, il peut aller plus ou moins loin et nous, on avait loué ça. Alors comme d'hab, quand tu arrives surtout en Thaïlande où il y a vraiment beaucoup de touristes, ils t'annoncent vraiment le gros tarot de touristes, ils te disent voilà, c'est 50 € par personne pour une après-midi de bateau. Ça, si c'était en pleine saison, il y aurait eu plein de gens derrière nous, on n'aurait pas pu négocier. Là, comme on était en moyenne saison, basse saison, et qu'il n'y avait pas grand monde, on a pu négocier. En plus, c'était à aucun de nous trois notre premier voyage en Thaïlande et en Asie. On sait qu'à chaque fois, ils essaient de te douiller au niveau des prix. Donc au final, on a pu négocier et je crois qu'on a payé quelque chose comme 6 ou 7 € par personne pour toute une après-midi de bateau. On était 3 dans notre barque avec le mec qui nous conduisait. Et ça, c'est encore un exemple de choses qu'on n'aurait pas pu faire si c'était en pleine saison. En pleine saison, s'il y a plein de touristes derrière toi, ils vont pas s'embêter à négocier. Si tu veux pas payer le prix plein, tu dégages et c'est les autres qui payent à ta place. Là, on a pu négocier et passer quand même de 50 balles par personne, ce qui est vraiment abusé, surtout quand tu vois ce que la vie coûte en Thaïlande, à 5, 6 ou 7 €, je sais plus exactement par personne, ce qui était vachement plus raisonnable pour toute une après-midi de bateau, rien que pour nous. 5e conseil, comme je te l'ai dit, mon petit chouchou, c'est de ne pas avoir de bagages en soute. Alors là, tu vas te dire, oh, c'est impossible que tout rentre dans un petit sac comme ça que tu as le droit de prendre en cabine. Ben moi, j'ai envie de te dire que c'est possible parce que je voyage uniquement avec un bagage cabine. Je peux partir pendant plusieurs mois dans des pays chauds puis des pays froids sans rentrer à la maison avec uniquement un bagage cabine, d'accord, donc un sac de 40 litres et dans ce sac là la moitié de la place est prise par mon matériel vidéo. Comme tu le sais peut-être, je gagne ma vie sur internet, donc j'ai besoin de mon drone, j'ai besoin de ma caméra, etc. pour te produire toutes les images que tu as vues dans cette vidéo que j'ai filmée lors des précédents voyages et toutes les vidéos de voyage que je vais produire à partir de dans les semaines qui suivent quand je vais partir. La moitié de mon sac à dos est pris par du matériel vidéo que toi tu n'auras peut-être pas si tu pars juste en touriste. Donc je t'assure que c'est tout à fait possible de prendre uniquement le nécessaire et d'avoir toutes tes affaires qui rentrent dans un sac cabine. Si ça t'intéresse, je t'invite à faire 2 choses. T'abonner, me dire que tu as adoré cette magnifique vidéo en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran en écran de fin. C'est une vidéo justement dans laquelle je te montre exactement, étape par étape, ce que je mets dans ce petit sac à dos avec lequel j'ai jamais eu de problème pour entrer dans les avions. Et une fois que tu auras appris à faire pareil, tu vas économiser les frais de bagages en soute à chaque fois et ça peut aussi te faire gagner beaucoup d'argent. Sur ce, moi je te laisse cliquer dessus et je te dis à la prochaine.